Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre labo. Je suis Anselme, médiateur scientifique de l'association Les Petits Débrouillards et aujourd'hui nous allons découvrir les propriétés essentielles des sols grâce à différentes expériences. Bonjour, je suis Nina, je fais également partie de l'association et aujourd'hui je vais faire avec vous les expériences proposées par Anselme. Bonjour, je suis Lombricus terrestris, mais vous pouvez m'appeler ver de terre commun. Et comme je vis dans le sol, je vais pouvoir vous donner un regard d'expert sur la question. Je suis curieuse, qu'est-ce qu'on pourrait bien découvrir sur les sols? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour commencer, nous allons parler de la vie des sols. Mais avant, peut-être faudrait-il se demander, à ton avis, le sol, c'est quoi? Le sol, c'est bien ce qu'il y a sous nos pieds, non? En effet, le sol se situe entre nos pieds et la roche-mère. Pour les experts, c'est la couche superficielle de la croûte terrestre. Il est composé de minéraux, c'est-à-dire d'argile, de sable, de débris de roche, mais aussi de matière organique, autrement dit vivante. La particularité du sol, c'est bien la partie vivante qui le compose. On y trouve les racines des plantes et des milliards d'autres êtres vivants, comme des vers de terre, des taupes, des bactéries, des colamboles ou encore des champignons. Mais aussi des êtres vivants en décomposition, des végétaux comme le bois mort et les dépouilles d'animaux. C'est la partie organique du sol. Vraiment? Il y a tant de vie dans le sol? Et oui, on trouve dans une cuillère à café plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur la Terre. Et le sol est très fragile. Il faut entre 200 et plusieurs milliers d'années pour en fabriquer 1 cm d'épaisseur. Chaque sol et la vie qu'il abrite est très différent, notamment en fonction de sa localisation sur la Terre. Pour vous montrer cette diversité, nous allons travailler avec 3 types de sols différents. Un organique, un argileux et un sableux. Nous allons maintenant mettre en avant leur activité biologique. Alors, selon toi, que faut-il pour qu'il y ait de la vie dans le sol? Les êtres vivants ont besoin de respirer, donc ils ont besoin d'air, donc j'imagine qu'il doit y en avoir dans le sol. Et ils ont aussi besoin de boire, donc j'imagine qu'il doit y avoir de l'eau. Très bien, commençons par cela. Nous allons essayer de montrer qu'il y a en effet dans les sols de l'eau et de l'air. Tout d'abord, révélons la présence d'eau dans le sol. Pour cela, c'est très simple. Il nous faut une lampe chauffante, nos récipients, nos échantillons de sol et du cellophane. Quand tu vois ça, as-tu une idée de comment procéder? Alors, j'imagine que la lampe va représenter le soleil. Donc si on l'oriente vers les sols, ça va les chauffer. On va voir que l'eau qui est présente dans le sol pourrait s'évaporer, mais pour pouvoir le mettre en évidence, peut-être qu'en mettant du cellophane par-dessus le bocal, on pourra observer vraiment la condensation avec des petites gouttes d'eau. Parfait, c'est parti. Donc, je prends le cellophane et je recouvre le bocal. Et on réitère l'opération avec les 2 autres échantillons. On place maintenant le tout sous la lampe chauffante. Maintenant que l'expérience de révélation de l'eau est lancée, il nous faut attendre pour voir le résultat. En attendant, passons à une nouvelle expérience. Nous allons essayer de révéler la présence d'air dans le sol. Pour cela, c'est simple, il nous faut un récipient, un échantillon de sol et de l'eau. Ok Nina, alors moi je vais tenir l'échantillon de sol, toi si tu peux verser d'une traite l'eau dessus, et toi à la maison, si tu tentes l'expérience, fais attention à ce que ça ne déborde pas et observe bien. On voit des bulles, l'eau chasse l'air du sol, ce qui nous prouve donc la présence d'air dans le sol. Tout à fait. À présent, revenons à l'expérience précédente. On voit que la première expérience est terminée et on peut voir que l'eau qui était dans le sol s'est évaporée puis condensée sur le cellophane. Et la quantité d'eau contenue dans chaque sol est différente en fonction de sa nature. Un sol argileux a tendance à contenir plus d'eau qu'un sol sableux. Pour résumer, le sol c'est donc des minéraux et de la matière organique, ainsi que de l'eau et de l'air qui permettent la vie. J'ai bien compris, donc les sols contiennent de l'eau et de l'air. Mais qu'est-ce que ça implique? S'il y a de l'air et de l'eau, cela implique qu'il y a de la vie. C'est grâce à cette vie que les sols, eux, peuvent se renouveler et donc peuvent continuer à être un lieu d'accueil des êtres vivants. La production de notre alimentation vient de ces sols, les préserver est donc essentiel. Avec l'intensification des activités humaines, les sols pouvant accueillir la vie sont dégradés et se raréfient. Il faut donc mieux les comprendre pour prendre soin de cette ressource. Merci pour ces explications. Maintenant, passons à l'expérience suivante.
Nous avons vu que les sols peuvent être le support de l'agriculture et de la vie végétale en général. Ils doivent pour cela être riches en minéraux et permettre une bonne circulation de l'eau. C'est ce qu'on appelle la capacité d'absorption des sols. Et nous allons voir qu'elle peut varier fortement en fonction de leur structure. Et pour cela, nous allons utiliser un grand récipient rempli d'eau et un échantillon de sol réparti dans 3 pots. Un très aéré, un moyennement aéré et un bien tassé. Petite spécificité, nos pots sont troués en leur fond et nous avons recouvert chaque échantillon de papier buvard. Les papiers buvards sont bien en contact avec la surface des sols. Ok, maintenant simultanément, on va mettre nos échantillons dans l'eau. Environ 10 minutes plus tard, voici le résultat. On peut voir que les 3 sols ont bu l'ensemble de l'eau qu'on leur avait offert dans le temps imparti et que l'ensemble des papiers buvards sont plus ou moins humidifiés. Le papier buvard posé sur le sol moyennement aéré est le plus humide, tandis que celui posé sur le sol bien tassé est presque sec. C'est bien la preuve que la capacité d'absorption de chaque sol est différente en fonction de sa structure. L'agencement des agrégats composant cette structure doit être bien équilibré entre tassement et aération. Les résultats sont étonnants. À savoir, si un sol a une bonne capacité d'absorption, il a donc une bonne capacité à accueillir des végétaux qui peuvent puiser de l'eau grâce à la capillarité et se développer. C'est quoi la capillarité? C'est ce que l'on va découvrir dans la dernière expérience. Pour mettre en avant ce phénomène de capillarité et comprendre comment les végétaux s'alimentent, nous allons fabriquer de jolies fleurs. Pour cela, nous avons besoin de papier filtre, type filtre à café, de feutre, d'eau colorée dans des petits récipients et de papier buvard enroulé autour de pic à brochette. On découpe le filtre à café en formant des pétales. On fait des points de couleur au centre de la fleur. On enroule ensuite le papier buvard autour du pic à brochette. Et finalement, on insère le pic à brochette au centre de la fleur. Et voici le résultat. Maintenant, on va tous les deux poser nos fleurs dans l'eau qu'on a légèrement colorée. Ah oui, c'est très joli. Mais c'est donc l'eau qui transporte les couleurs? Et oui, l'eau, par capillarité, imprègne l'ensemble du papier filtre et donc transporte l'encre qui est déposée dessus. Comme l'eau transporte les minéraux dans les sols. Exactement. C'est notamment le phénomène de capillarité qui permet à l'eau de circuler dans le sol, puis dans la plante elle-même, et donc d'alimenter les végétaux. Et c'est là que la présence de la vie animale dans un sol est importante. Par exemple, la capacité des sols à absorber l'eau peut être réduite de 90% s'ils ne contiennent pas de vers de terre. Et ce n'est qu'une des multiples conséquences de la baisse de la biodiversité dans les sols. En effet, cette biodiversité permet par ses déjections et ses mouvements de renouveler, d'aérer et de structurer convenablement les sols. En résumé, qu'avons-nous appris? Eh bien, nous avons appris que les sols sont différents selon leur composition et leur texture. Selon la nature des roches, la couverture végétale et surtout le climat, ces propriétés sont différentes. Il n'y a pas un sol, mais bien des sols. Ils abritent aussi une grande partie de la biodiversité. La présence animale, des plus grands aux plus petits, est indispensable au maintien des sols en bonne santé. En effet, la biodiversité permet aux sols de se renouveler et à l'eau et l'air d'y circuler librement. Les sols sont aussi indispensables à la vie. Le sol est à la base de notre alimentation et de celle de nombreux autres êtres vivants. Tous ces éléments sont connectés et forment ce qu'on appelle un écosystème. La perturbation de cet écosystème dégrade le sol. Il est alors essentiel de le protéger et de le préserver. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris tout en passant un bon moment. Cette vidéo est une collaboration entre l'association Les Petits Débrouillards Île-de-France et l'ADEME. Et nous remercions le Forum international de la météo et du climat d'accueillir sa diffusion sur son événement numérique. Salut! Salut! Si vous voulez en savoir plus sur la vie des sols, nous vous invitons à consulter les ressources de l'ADEME et à vous renseigner sur les outils pédagogiques des Petits Débrouillards.